Bonjour à tous et bienvenue dans The Stage. The Stage, c'est un podcast où on parle de tous les aspects de l'acting. Théâtre, cinéma, doublage, personnages, films, répliques de pièces, pièces de théâtre. On va parler un peu de tout et au gré de nos envies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Maréchal, je suis belge, je suis comédienne, professionnelle depuis plus de 5 ans et j'ai commencé le théâtre il y a un peu plus de 15 ans. Dans cet épisode, je vais vous parler des soap opéras et de toutes ces séries qu'on a toujours l'impression qu'ils sont mal jouées. Alors, est-ce dû au jeu d'acteurs et d'actrices? Ou sont-ce les séries qui sont mal écrites? Je vais vous partager un peu mes observations, les théories que j'en ai tirées, et surtout mes conseils pour éviter en tant qu'actrice et qu'acteur de tomber dans le piège. Allez, c'est parti! Bon, prenons la première affirmation. La première chose que les gens disent quand ils voient une série qui est mal jouée, je le dis moi-même, ils disent que les acteurs sont nuls. Mais prenons le cas par exemple de Plus belle la vie. Dans Plus belle la vie, il y a des tas d'acteurs qui sont diplômés du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et pour entrer dans ce conservatoire, la sélection, elle est méga balèze. J'ai déjà parlé de ça dans mon tout premier podcast, Choisir son école, mais je vous donne un exemple. Moi, j'ai un prof qui a étudié au Conservatoire de Strasbourg, qui est une école aussi bonne que celle de Paris, si pas meilleure, ça dépend qui vous en parle. Et un jour, il a pu assister aux sélections. Il a aidé une personne à travailler l'examen d'entrée, et il m'a expliqué ce qu'il a vu. Parmi toutes les personnes qui sont passées, il m'a dit qu'il y avait des personnes qui étaient bonnes, il y avait des personnes qui étaient très bonnes, il y avait des personnes qui étaient excellentes, il y avait des personnes qui étaient ouf. Eh bien, même parmi les personnes ouf, tout le monde n'a pas été pris. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre de places limité. Alors bien sûr, il y a parfois des erreurs, etc. Il y a des gens qui ont un énorme potentiel pour se vendre, pour se mettre en valeur, etc. Et en fait, dans le travail, ça ne va pas, ou dans l'évolution sur le temps, en tant qu'acteur ou qu'actrice, ça ne va pas. Et voilà, ils finissent par être pas très bons. Mais quand même, généralement, ces écoles ont la possibilité de pouvoir choisir des personnes ouf. Donc j'ai du mal à croire que les acteurs et les actrices qui jouent dans Plus belle la vie et qui sortent de ces écoles soient des grenazes. Donc on peut déjà pas dire que ce sont des grenazes. Alors pourquoi c'est mal joué alors que ces acteurs et ces actrices sont bons, voire ouf, voire excellents? Eh bien il faut réaliser que c'est pas toujours la faute des acteurs et des actrices. Le job d'une actrice et d'un acteur, c'est quoi ? C'est de transmettre un texte. Donc si le texte est de bonne qualité, l'acteur va pouvoir prendre appui dessus pour trouver ce qui va nourrir son travail, nourrir son interprétation. Plus le texte est bon, plus l'acteur pourra se reposer dessus et trouver sa nourriture pour son interprétation. Et plus le texte est bon, plus le travail de l'actrice et de l'acteur sera facile, parce qu'il va trouver dans un texte qui est bon toute la nourriture, tous les outils dont il a besoin pour pouvoir travailler. Par contre, si le texte n'est pas bon, là, le travail va être difficile pour l'actrice et pour l'acteur. Il ne va pas trouver facilement les outils, les informations, la nourriture qui vont lui servir dans son travail. Donc elle doit faire ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et une bonne actrice, un bon acteur vont tout faire pour rendre ça le plus vraisemblable possible, mais à un moment donné, il y a des limites. Si par exemple vous avez un texte où l'écriture est pauvre, où on passe du coq à l'âne en 2 répliques d'une émotion à l'autre, parce qu'on veut faire de l'effet, ça doit aller vite, on doit montrer des choses, etc., les acteurs peuvent faire ce qu'ils veulent, mais si la situation n'est pas réaliste, il peut avoir l'air aussi réaliste qu'il veut, ou essayer de jouer le jeu autant qu'il veut, c'est lui ou c'est elle qui paraîtra jouer faux, ou jouer trop, ou jouer mal, ou jouer de manière complètement irréaliste. Une mauvaise écriture, ça se sent, ça s'entend. Écrire pour l'interprétation, c'est une vraie spécificité, c'est un vrai art. Ce n'est pas parce qu'on peut écrire un roman qu'on est bon pour écrire une pièce. Les bons dramaturges de théâtre sont des personnes qui ont écrit des textes avec pour but qu'ils soient joués. Si vous prenez Racine, c'est une poésie qui est grandiose et qui a pour but d'être incarnée parce qu'elle est portée par une situation, par des personnages.
Si maintenant je vous demande de me sortir le nom des plus grands auteurs de théâtre, vous allez m'en sortir probablement 2 qui sont Molière et Shakespeare. Et Molière et Shakespeare, ils n'étaient pas seulement dramaturges, ils étaient aussi comédiens. Et dans leur écriture, en tant que comédiens et comédiennes, vous sentez qu'ils ont éprouvé la scène. Vous sentez qu'il y a un mouvement dans le texte, qu'il y a une expérience d'incarnation, et du coup, leur écriture est vraiment basée sur cette expérience, et écrite en conséquence, écrite pour. Au cinéma, c'est pareil. Écrire pour le cinéma, c'est une spécificité. Et d'ailleurs, quand vous regardez les films, les personnes qui écrivent le scénario ne sont pas toujours les mêmes que les personnes qui sont dialoguistes. Parce que le dialogue, la phrase, les mots que vont dire les personnages, c'est tout un art. Et si ça c'est mal écrit, si ce n'est pas écrit avec le talent qu'il faut pour l'interprétation ou avec la visée d'interprétation, c'est difficile. C'est difficile, voire mauvais. Même si une idée est bonne, même si une histoire est bien écrite, si elle n'est pas écrite pour l'interprétation sera difficile, voire mauvaise. Il n'y a rien à faire, le spectacle, que ça passe par une pièce de théâtre, un film, une comédie musicale, un récital de poèmes, que sais-je, c'est une rencontre entre plusieurs personnes, ou en tout cas plusieurs étapes, plusieurs rôles, c'est le cas de le dire. C'est une rencontre entre un texte, une personne qui va partager ce texte, qui est l'actrice ou l'acteur, l'interprète en tout cas, et puis la personne qui va guider, diriger cet acteur ou ces acteurs et ces actrices, et puis toute l'équipe qu'il y a autour, etc. Et les acteurs entre eux qui se nourrissent, etc. C'est le spectacle, un art collectif. Et donc il faut que toutes les parties, pour avoir un énorme succès, et quand je dis succès, ça veut dire une bonne pièce en fait, hein, bien joué, ou un bon film bien joué, qu'on aime, qui est bon, qui est percutant, à tous les niveaux, eh bien il faut que toutes ces personnes soient bonnes en fait. Donc si vous avez de très bons acteurs, mais que vous avez un mauvais texte, c'est aussi mauvais que si vous avez un bon texte joué par des mauvais acteurs. D'ailleurs, pareil, si vous avez une bonne écriture avec une bonne équipe d'acteurs et d'actrices, mais une horrible direction, c'est pareil. Ça, c'est pour la première observation que j'ai eue. Parfois, c'est le texte qui est mal écrit. Maintenant, il arrive parfois que ce soit le jeu qui soit mauvais. Parce que souvent, dans ces séries, il y a des acteurs qui sortent un peu de n'importe où, qui n'ont pas de formation d'acteur. Je ne dis pas ici que parce qu'on n'a pas de formation d'acteur, on n'est pas un bon acteur ou une bonne actrice, ce n'est pas ça que je dis. Il y a des personnes qui ont un talent naturel, qui vont se former sur le tas en étant curieux, en étant malins, en étant talentueux, et qui n'ont pas besoin forcément de passer par une école. Mais il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas été formées en tant qu'acteurs et qu'actrices, et qui jouent plus ou moins naturellement, et ils se disent « c'est bon, je suis un acteur, je suis une actrice ». Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Ils jouent mal. Et pourquoi ils jouent mal ? L'autre jour, je me suis assise dans le fauteuil 5 minutes et il s'avère qu'après les infos, il y a un soap opera qui est passé sur la TV flamande, qui est Family. Family, c'est comme les Feux de l'amour en Flandre, c'est aussi vieux et ça a autant de succès. Et je regardais la scène et je me disais, mais c'est pas possible, c'est mal joué. Et j'ai commencé à me demander pourquoi, et à observer pourquoi c'était mal joué. Et je me suis rendu compte que le personnage en question, que l'acteur en question devait jouer une situation où son personnage était en colère, frustré, etc. Et pourquoi c'était mal joué ? Parce que l'acteur jouait la frustration, la colère, etc. Donc par exemple, s'il devait dire « Mais tu comprends pas, j'en ai marre », il jouait comme ça « Mais tu comprends pas, j'en ai marre ». Il jouait non seulement le cliché de la colère et de la frustration, mais il ne jouait que ça. Or, dans la vie, on est rarement dans une seule émotion, et on est rarement dans celle qu'on pense qu'on doit avoir. Donc,
c'est un souci, par exemple, avec les jeunes acteurs. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis sortie du conservatoire. J'avais l'impression que les phrases que je disais, elles allaient par idée, comme ça. Et j'étais fascinée par ces actrices et ces acteurs qui pouvaient mettre du relief presque dans chaque mot qu'ils prononçaient. Ça donne une interprétation qui est riche de sens et qui est du coup hyper captivante. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font pour être si captivants? Eh bien, ils mettent des tas d'émotions, des tas de choses derrière ce qu'ils disent. Parce qu'on est traversé à chaque seconde par des tas d'émotions différentes. Donc si on joue chaque idée avec une émotion, eh ben vous pouvez être sûr que vous jouez peut-être naturellement la colère, mais vous jouez un truc chiant. On s'embête. Ça n'a pas de relief ce que vous jouez. Dans la vie, les gens vont essayer de ne pas montrer les émotions qu'ils vivent, de manière générale. Ils vont cacher, pour tout un tas de raisons que j'ai pas forcément envie de traverser ici. Mais c'est ce qu'on fait. Quand on est en colère, on essaye de prendre sur soi. Quand on est triste, on essaye de le cacher. Quand on est jaloux, on est dans le déni, on veut pas avouer qu'on est jaloux, on veut pas montrer qu'on est jaloux. Bref, on passe notre temps à montrer autre chose que ce qu'on est en train de vivre. Et puis, on passe notre temps à être traversé par d'autres émotions. Quand je suis en colère, ok, il y a une colère qui se met, mais est-ce que mon émotion principale, c'est la colère ? Ou c'est la peur que j'éprouve qui me met dans l'insécurité, qui me met dans le stress, qui provoque de la nervosité et qui du coup me met en colère. Donc il faut toujours essayer de voir au-delà de ce que tu vois. Il faut toujours essayer de voir au-delà de ce qui est évident. Si on joue un rôle d'amoureuse qui voit son amoureux, comme Juliette par exemple, et qu'on joue « Oh Roméo, oh pourquoi es-tu Roméo ?» Bon là j'exagère à fond, mais si on le rend plus naturel et qu'on fait « Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo ?» C'est plus naturel, mais ça reste tout aussi chiant, parce que c'est pas ça qui la traverse. Ce qui la traverse quand elle dit « Oh Roméo, Roméo », c'est pas « Oh Roméo, je t'aime, Roméo, je t'aime, oh, je suis tellement triste, pourquoi es-tu Roméo ?» Non, c'est pas ça qui la traverse, Juliette. C'est l'angoisse de sa situation, le fait qu'elle se sent bloquée parce qu'elle éprouve des sentiments pour un jeune homme qu'elle vient de rencontrer, qu'elle trouve beau, qui est justement le fils du pire ennemi de sa propre famille. C'est peut-être l'insécurité de ne pas peut-être être aimé en retour, ou que Roméo ne soit pas attiré par elle. C'est le fait aussi qu'elle doit garder ça pour elle, que si on comprend qu'elle a des sentiments pour lui, il va lui arriver des problèmes. C'est peut-être aussi la première fois qu'elle est amoureuse, c'est peut-être une découverte. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent nourrir notre interprétation. Parce que dans la vie, chaque situation qu'on vit est une réponse au contexte de l'instant T. Si le personnage de Family est en colère et que dans la scène juste avant, il était serein, calme, et puis, je sais pas, moi, son fils vient lui annoncer qu'il a raté tous ses examens, il va pas réagir de la même manière que s'il a plus de fric, qu'il est tout le temps à la dèche, que son proprio vient de passer et lui dire que, comme ça fait 3 mois qu'il a pas payé le loyer, il doit dégager, que sa femme, en plus de ça, est en train de le tromper. On vient de lui couper son téléphone parce qu'il n'a pas pu le payer. Ça vient d'arriver à l'instant, et là, son fils débarque en disant qu'il a raté tous ses examens. Sa colère va être différente. Sa colère va être animée par d'autres sentiments, par la peur, par la tristesse. Peut-être que la colère va être plus intéressante si on va dans la tristesse. Si on va dans le désarroi, plutôt que de crier et de se contracter et de montrer comme on est fâché. Donc quand vous abordez un personnage, quand vous êtes dans une scène, demandez-vous toujours
ce que votre personnage est en train de vivre. C'est pour ça que c'est important de mettre son personnage en contexte. Quand je dis en contexte, c'est comme quand je vous en ai parlé dans le podcast Comment aborder son personnage, c'est d'observer qui il est, de chercher toutes les informations le concernant ou la concernant. Donc, voir ce qu'il dit. Imaginez d'où il vient, ce qu'il s'est passé avant que la pièce commence. Imaginez ou essayez de trouver quelles sont ses aspirations, comment on parle de lui ou d'elle. Tout ça sont des informations qui vont pouvoir nourrir votre inconscient sur votre personnage, sur sa manière d'aborder les choses et le contexte dans lequel il est au moment de la pièce, au moment de la scène, au moment de la réplique. Évidemment, ces choses-là, il ne faut pas y penser quand vous êtes en train de jouer, il ne faut pas être en train de, pendant que l'autre vous parle, se dire « Ah, ma réplique suivante, ah oui, il y a ça qui lui trotte en tête, donc je... » Non, là, vous êtes absolument pas présent sur le plateau. Tout ce travail de recherche et d'alimentation de votre créativité, de votre imaginaire par rapport à votre personnage, c'est un travail qui vient nourrir votre imaginaire et qui vient nourrir ce que vous allez construire. Et ce que vous construisez, ça va se déployer sur le plateau à force de travailler. Mais il ne faut pas y penser. Voilà, ça vient vous nourrir, mais ça ne doit pas vous obséder, parce que si ça vous obsède, ça va vous bloquer. Comment trouver donc ce contexte sur le plateau ? Comment réussir à être dans l'instant présent, à être toujours dans l'action-réaction, c'est en étant dans l'écoute. En étant tout le temps connecté à ce que votre personnage est en train de vivre sur le moment. Votre personnage vient de vivre quelque chose. Comment se sent-il par rapport à ça ? Comment réagit-il ? Qu'est-ce qu'il perçoit ? Qu'est-ce qu'il voit qui va lui arriver ? En fait, essayez de vous tourner toujours sur l'extérieur de votre personnage. Essayez de ne pas vous concentrer trop sur qui il est, ce qu'il doit ressentir, ce qui le traverse, ce qui l'anime, etc. Parce que là, vous êtes centré sur vous en tant qu'acteur, au lieu d'être centré sur l'action, au lieu d'être centré sur ce qui s'est passé pour la personne que vous êtes en train d'essayer d'incarner. En tant que personne, on est rarement en train de se dire « là, je suis en colère, je pense que la prochaine chose que je vais le dire avec amertume ». Non. On pense à ce qu'on vient de nous dire, on pense à ce qui nous inquiète, on pense à ce qui nous rend heureux, on pense à ce qu'on a envie de faire, on pense à tout ce qui est extérieur à nous. Donc sur le plateau, être dans le présent, c'est être connecté à ce qu'il y a d'extérieur à vous et à votre personnage. Qu'est-ce que votre personnage voit ? Qu'est-ce qu'il reçoit ? Si vous êtes connecté à ça, vous allez être traversé par des émotions qui sont naturelles. Et d'un jour à l'autre, de manière certaine, à chaque fois que vous allez dire la même réplique au fur et à mesure des représentations, elle sera nourrie par d'autres choses. Même si 3-4 fois d'affilée ou même toutes les représentations à tel moment, c'est de la tristesse qui vous vient, ce sera de la tristesse de l'instant T, parce que c'est un art vivant, que ce soit des prises au cinéma ou que ce soit sur une scène de théâtre, il y a d'autres acteurs là qui sont avec nous, qui sont en train de créer une histoire et si c'est pas des acteurs parce que vous êtes seul sur le plateau, il y a un public, il y a des énergies, il y a des choses qui nous sont envoyées, qui sont différentes tous les jours. Parce qu'on est différent tous les jours, on n'est pas dans la même humeur tous les jours, on n'envoie pas les mêmes choses tous les jours, on ne reçoit pas, on comprend pas les mêmes choses tous les jours, donc même si c'est de la tristesse, ce sera pas la même. Et ça vous permettra d'être dans la nuance, d'être dans le vrai, et pas d'être dans le cliché. Et le problème des mauvais acteurs de soap opera, c'est qu'ils restent dans le cliché. Ils savent jouer de manière plus ou moins naturelle, et ils ne vont pas plus loin que ce qu'ils voient qu'il faudrait jouer. « Oh, elle est tombée, je vais jouer qu'elle a mal. Oh, elle s'est fait quitter, je vais jouer la tristesse. Oh, il est en colère parce qu'il vient de se ramasser une torgnole, je vais jouer la colère. » Non. La vie, c'est beaucoup plus que ça. Et votre rôle en tant qu'actrice et qu'acteur, surtout qu'on est maintenant dans une période d'hyper-réalisme, c'est de rendre la vie sur le plateau, en fait. Donc plus vous allez être connecté au moment présent, plus vous allez pouvoir incarner cette vie, parce que vous allez la recevoir, vous allez la vivre sur scène. Je vous encourage vraiment, vraiment, à lire le livre de Declan Donnellan, The Actor and the Target, l'acteur et sa cible. Moi, les livres de théorie sur le jeu, j'en ai quelques-uns.
Il y en a quelques-uns qui m'ont fascinée, mais pas beaucoup. Mais celui-là, si vous devez en lire un, lisez celui-là. C'est celui dont vous avez besoin maintenant. On est en 2021, c'est celui-là qui va vous aider. C'est celui-là. Voilà. On nous parle tout le temps qu'il faut lire Stanislavski, la formation de l'acteur, etc. Ok, feuilletez-le. Moi, ça m'a fait chier, ça m'est tombé des mains. Stanislavski, on le connaît bien, donc il y a moyen qu'on vous explique, vous faites un petit stage ou quoi, on vous explique en quoi ça consiste. Stanislavski, il était... Alors là, je partage j'envoie une bombe, là. Je vais en fâcher certains, mais je m'en fous, c'est ce que je pense. Stanislavski, il était absolument nécessaire pour être là où on en est aujourd'hui. Merci Stanislavski d'avoir été là, d'avoir fait évoluer le jeu d'acteur. Il a mis du naturel là où il y avait des incantations. D'accord ? Mais Stanislavski, c'est il y a 100 ans. C'est il y a 100 ans. Donc certes, il y a des trucs qu'il a dit qui sont utiles dans son parcours d'acteur et d'actrice pour pouvoir comprendre d'autres choses par la suite. C'est un passage utile. Mais là, si vous jouez comme Stanislavski, vous êtes 100 ans en arrière, d'accord ? Il y a des tas de théoriciens du théâtre, de coachs, d'acteurs, d'actrices, de professeurs qui ont été beaucoup plus loin que ce que Stanislavski dit dans ses livres. Beaucoup plus loin en 100 ans, vous imaginez. Et Declan Donnellan, c'est un metteur en scène d'aujourd'hui. Son livre est super connu. Pourquoi ? Parce que il répond à ce dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui. Et je vous encourage vraiment à acheter ce livre. On m'a dit ça à la Lambda, c'est un des meilleurs profs que j'ai eu de ma vie, je l'ai eu pendant 2 matinées, il m'a marqué pour toujours ce mec, j'espère que je pourrai retravailler avec lui. Lui, il a travaillé lui-même avec Declan Donnellan, et à la fin de notre workshop, il a dit, si vous pouvez acheter un livre, achetez celui-là. J'ai été un jour dans une librairie, je l'ai vu, je l'ai acheté, je l'ai lu, formidable. Formidable. Tout ce que je viens de vous dire dans ce podcast, vous trouverez des solutions dans ce livre, vraiment. Voilà, écoutez, je pense que je suis un peu allée au bout de ma réflexion là, j'ai envoyé quelques pistes de réflexion. Si vous avez des questions pour aller plus loin sur la manière d'aborder ou de travailler un personnage ou sur le livre de Declan Donnellan, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou en message privé. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous encourage vraiment encore une fois à acheter ce livre parce que la manière dont ce monsieur travaille est celle que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans. Voilà. Bon, peut-être que là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait tout ce chemin, mais en tout cas, je trouve que c'est un livre absolument nécessaire si vous voulez être un acteur ou une actrice qui a de la profondeur, qui amène de la richesse sur le plateau et surtout de la vie vraisemblable. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie de suivre toutes les activités d'Artémis, si vous ne voulez manquer aucun épisode de The Stage, ou si vous avez envie de ne rater aucun épisode des audiocontes, du Lupanar Talk Show et de Plume. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et surtout, venez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce podcast. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.